Bonjour, nous sommes avec Patrick Assiag, docteur Patrick Assiag, qui est vice-président de la Fédération française de cardiologie. Bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Un cardiologue, voilà, il fait l'autopsie tout de suite. Alors, je voulais lui demander justement, Patrick Assiag, on raconte beaucoup de choses sur les facteurs de risque cardiovasculaires, puisque les maladies cardiovasculaires sont parmi les plus importantes et les plus mortelles. Qu'est-ce qu'en est-il? D'abord, on va éliminer le tabac. Allez, on commence par le tabac. C'est vrai, c'est pas vrai? On doit arrêter, on doit pas arrêter? Bien sûr, on doit arrêter, hein. On doit absolument arrêter de fumer parce que on sait que, par exemple, si vous arrêtez de fumer, aujourd'hui on est le 7, le 7 décembre, eh ben, on peut dire que quelqu'un qui fumait, par exemple, 20 cigarettes par jour pendant X temps, au bout d'un an, il aura quasiment nettoyé ses poumons et il pourra éventuellement bénéficier de conditions favorables liées au fait qu'il a arrêté de fumer et que, si vous voulez, son paysage d'athérosclérose, hein, on parle d'athérosclérose parce que c'est ce qui imprègne les artères, pourrait être complètement libéré et il pourrait être en fait libéré à la fois du tabac qui est nocif pour tout ce qu'on sait au niveau de la sphère ORL et des poumons et bien entendu au niveau des artères. D'accord. Alors, en dehors du tabac, donc on a compris, on arrête de fumer. Oui. Deuxième option. Alors, deuxième option, il faut surveiller sa pression artérielle, la tension artérielle. Il faut qu'actuellement, les chiffres de pression artérielle ou de tension artérielle, comme vous voulez, on emploie l'un des deux, employons plutôt le chiffre de tension artérielle, les gens parlent plutôt de tension, soit inférieur à 140 sur 90, 14,9. D'accord. Et ça pour toutes les personnes. Bien entendu, lorsqu'on avance en âge au-delà de 80-85 ans, on accepte des valeurs de 15,9, 150 sur 90. Et alors on me dit c'est le deuxième chiffre, le diastolique, qui compte le plus. C'est vrai, c'est pas vrai? Les deux chiffres comptent autant. Les deux chiffres comptent autant. Le premier, c'est la systolique, le 14, et le deuxième, c'est la diastolique, le 90. Bien entendu, si vous avez une pression artérielle, on dit, je prends un exemple, vous avez une pression artérielle à 140 sur 110, eh ben, il va falloir vous traiter parce que le 110 est nettement élevé par rapport au 90 qu'il ne faut pas dépasser. Deuxième exemple, vous avez une pression artérielle à 160 sur 90, ou 170 sur 90 plutôt, il faudra vous traiter. D'accord, donc le tabac, la pression artérielle, troisième facteur de risque. Alors, troisième facteur de risque, on va dire le sucre dans le sang, la glycémie, le diabète, hein. On sait qu'actuellement, on a en France à peu près 3 millions de diabétiques. Ces patients diabétiques, si vous voulez, ont un risque cardiovasculaire majeur parce qu'on sait que les diabétiques vont mourir du cœur. Donc, ces patients-là, si vous voulez, nécessitent un traitement. Alors, vous savez qu'on peut distinguer deux types de diabétiques, le diabétique à l'insuline et le diabétique qui n'est pas à l'insuline. On va s'orienter plutôt chez les diabétiques, le diabète de type gras, donc le diabète de type 2, lié, si vous voulez, on va dire à la surconsommation et à l'environnement. Ben, ce diabétique de type 2, lorsqu'il aura une glycémie, un sucre dans le sang, à plusieurs reprises supérieure à 1,26 g, on sera obligé de le traiter par des médicaments qui sont actuellement très bien supportés. Donc on dit encore un ennemi, le sucre. Un ennemi très important en fait pour nous, hein. Et c'est surtout le cumul. On verra après l'autre facteur de risque qui est le cholestérol, mais c'est le cumul des facteurs de risque qui aggrave le pronostic cardiovasculaire des patients. Alors vous avez dit le mot parce que en ce moment on subit des pressions de toutes parts. On nous dit le cholestérol c'est un faux problème, le cholestérol c'est une bonne graisse. On nous raconte tout et son contraire. Alors qu'est-ce que vous nous dites, vous? Alors donc à côté du tabac, de l'hypertension artérielle, du diabète, il y a le cholestérol. Alors ce cholestérol a fait couler beaucoup d'encre. On s'est dit les statines sont nocives pour le cœur, on ne doit pas traiter les patients aussi rapidement que ça. Ces statines sont finalement encore plus néfastes que la prise de statine. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, il y a deux, comme dans la vie, il y a toujours deux solutions, enfin deux hypothèses. La première chose, c'est que vous n'avez pas fait d'accident cardiovasculaire et vous avez un cholestérol qui est modérément élevé. Dans ces cas-là, si vous voulez, on commence toujours par le régime et on ne donnera de statine que exceptionnellement si vraiment, vous avez des facteurs de risque associés à ce cholestérol. Deuxième hypothèse, vous avez fait un accident cardiovasculaire. Vous avez fait un infarctus, vous avez fait un accident vasculaire cérébral, vous avez une artérite au niveau des jambes. La situation est tout à fait différente. L'indication des statines en prévention secondaire est formelle. Et cette statine, si vous voulez, va être prescrite par votre médecin généraliste, votre cardiologue, suivi par les deux médecins, parce que vous savez très bien qu'en cardiologie, nous, on est très correspondants. On travaille énormément avec le médecin généraliste et le médecin traitant. Et la statine sera prescrite à forte dose si vous venez de faire un accident coronarien ou vasculaire cérébral,
à dose modérée si vous êtes un petit peu à distance de cet accident. Oui. Et alors, bon, mauvais cholestérol, Alors, le mauvais cholestérol, c'est le LDL cholestérol. C'est uniquement sur ce sujet-là qu'on se base à partir des recommandations françaises et européennes. Donc, c'est le LDL cholestérol. Le HDL cholestérol est le bon cholestérol. Et ce cholestérol, normalement, doit être respecté. Je prends un exemple. Vous avez fait un infarctus du myocarde il y a 15 jours. On vous a mis ce qu'on appelle, nous, des stents, des ressorts au niveau des artères coronaires. Vous sortez de l'hôpital avec un médicament qui s'appelle atorvastatine, si vous voulez, 80 mg. Ce médicament est indispensable pour éviter que voici une récidive. Vous avez fait un accident vasculaire cérébral. De la même manière, vous allez sortir de l'hôpital avec cette même molécule à forte dose. Et alors on nous dit j'ai mal aux articulations, j'ai mal aux muscles, Dans 5 à 10% des cas, ces statines entraînent ce qu'on appelle des crampes. Des crampes au niveau des jambes. C'est surtout au niveau des jambes. Hein. Tu entends les gens décrivent des sensations de fourmillement au niveau des mains, etc. Non, c'est les crampes au niveau des jambes. Dans ces cas-là, on fait un dosage de ce qu'on appelle nous les CPK. Hein, c'est des enzymes musculaires. Et lorsque les CPK sont au-delà de 3 fois à 4 fois la normale, il nous arrive de temporiser, si vous voulez, pour la statine, voire éventuellement, et à ce moment-là, c'est ce qu'on fait actuellement de plus en plus, plutôt que d'arrêter la statine, on propose de diminuer la dose de statine et surtout de la proposer un jour sur 2. Un jour sur 2 fait en sorte que la statine soit bien tolérée, que vous puissiez atteindre les objectifs. Alors, on n'a pas parlé d'objectifs de LDL cholestérol, mais lorsque vous avez fait un infarctus du myocarde, lorsque vous avez fait un accident vasculaire cérébral, ce LDL cholestérol doit être inférieur à 0,7 g par litre, recommandation à la fois européenne et de l'HAS, donc française. D'accord. Et alors en prévention, l'aspirine? Alors, systématiquement, hein. Systématiquement, un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui a fait en fait un infarctus du myocarde aura dans tous les cas de l'aspirine à faible dose, 75 mg ou 100 mg, en prévention secondaire à vie. Et le sport, c'est un prévention? Alors, on parle plutôt d'activité physique en fait, hein, oui. Parce que le sport c'est quand même réservé à des gens qui ont l'habitude, si vous voulez, de s'exercer sur le plan physique. L'activité physique est indispensable. C'est le meilleur médicament pour le cœur. On le préconise, si vous voulez, habituellement sous forme de 30 minutes de marche tous les jours, mais vous pouvez faire du jardinage, mais vous pouvez faire du vélo, mais vous pouvez faire de la natation. En fait, tout ceci se fait de façon progressive et prolongée. Et alors, dernier sujet un peu polémiste, à savoir, on parle beaucoup du microbiote et du cœur. Alors actuellement, c'est en cours d'étude. Pour l'instant, c'est vrai que l'intestin et le cœur ont souvent des relations, en fait, on va dire très, très, très proches. Le microbiote est à l'étude. Pour l'instant, nous, sur le plan cardiovasculaire, on n'a pas d'indication précise à s'occuper de ça, mais je suis certain qu'en fait, une coopération entre les gastro-entérologues et les cardiologues sera nécessaire pour mettre au point, si vous voulez, une sorte de stratégie, de stratégie ou de recommandation qui sera sûrement utile pour les patients dans le futur. Et alors, est-ce que vous avez l'expérience des microchocs pour la revascularisation coronaire? Des microchocs? Des microchocs, oui. On a dit qu'on pouvait provoquer des microchocs pour les coronaires? Provoquer des revascularisations au niveau musculaire, non? Non. Microchocs, non. On fait, si vous voulez, des chocs pour la fibrillation atriale. Non, oui, ça c'est autre chose. Non, des microchocs, non. Des microchocs un peu comme on fait pour les tendons, pour les non, muscles. Non. En tout cas, je peux dire que ce n'est pas dans les recommandations. Peut-être que c'est expérimental actuellement. Nous, on ne le voit pas actuellement. À la fois dans les guidelines, les recommandations, à la fois européennes et françaises. Pour l'instant, non. Donc, je pense si j'arrête de fumer, si je fais un peu d'activité physique, je fais attention à mes sucres, je fais attention à ma tension et au cholestérol, vous me donnez combien de temps? Le temps que vous méritez. Merci beaucoup, Caracciag.